Le monde aujourd'hui est plus riche qu'il y a 20 ans. La fin de l'URSS, l'ouverture de l'économie chinoise dans les années 80, l'apparition de technologies qui ont favorisé la globalisation, ces trois éléments ont créé une rupture économique. Mais en même temps, ce gain de richesse s'accompagne d'une très forte augmentation des inégalités à travers le monde. Donc, allons voir de plus près. Les écarts de richesse à l'intérieur d'un pays se calculent à l'aide d'un indicateur que l'on nomme le coefficient de Gini, et il varie de 0 à 1. Un pays qui aurait 0 atteindrait une égalité parfaite, c'est-à-dire que tous les habitants d'un pays auraient le même revenu, ce qui n'existe pas. Et un pays qui aurait 1 indiquerait qu'une personne a tout et que les autres n'ont rien, ce qui n'existe pas non plus. En somme, plus l'indice de Gini est élevé, plus l'inégalité est forte, c'est cela qu'il faut retenir. Donc regardons une carte pour repérer les graduations. D'après le World Factbook, les plus faibles écarts de revenus se trouvent dans les pays nordiques, mais aussi dans des pays dont les économies furent autrefois planifiées. Et pour les coefficients les plus élevés, donc les plus inégalitaires, on trouve plusieurs pays en Afrique subsaharienne, et les inégalités sont également très fortes dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Et lorsque le coefficient de Gini dépasse 0,4, les économistes estiment qu'il y a risque d'instabilité par défaut de cohésion sociale. Vous voyez sur notre planisphère les pays concernés. Or, un pays comme les États-Unis est au-dessus de ce seuil de 0,4 avec 0,475 en 2011. Donc, arrêtons-nous un moment sur ce pays. Aux États-Unis, entre 1993 et 2011, l'indice de Gini a augmenté presque chaque année. Et selon le Bureau du recensement américain, la hausse est encore plus significative entre 2010 et 2011. Et ce n'est là qu'une moyenne nationale. Regardez en 2011 les 10 États américains sur 50 qui affichent un indice de Gini supérieur à la moyenne nationale. Ils se trouvent dans le nord-est et dans l'ouest, mais aussi dans la capitale, ce que l'on ne sait pas toujours. Washington DC affiche le plus grand coefficient de tout le pays. Et puis on voit aussi que les États du Sud figurent parmi les plus inégalitaires. Entre 2010 et 2011, le taux de pauvreté a même augmenté dans ces États. Alors pourquoi tant d'inégalités au sein de la première puissance économique mondiale? Parce qu'on a une concentration des revenus dans les mains d'une minorité. Les 1% des Américains les plus riches détiennent 50% des actions, fonds de placement et autres produits financiers, alors que les 50% les plus pauvres détiennent 0,5% des placements financiers. Les deux facteurs de production sont le capital et le travail. Et aux États-Unis, comme ailleurs, la part du PIB allant au travail a diminué, alors qu'on a une augmentation de la part du PIB allant au capital. Or, les revenus venant du capital sont bien plus concentrés, c'est pourquoi les revenus des plus riches augmentent plus rapidement. Regardez d'ailleurs sur une longue période. Aux États-Unis, entre 1920 et 2011, la part des 5% les plus riches dans les revenus, avant redistribution, impôts, transferts, représentait en 1928 presque 35%, en 1980, 21%, en 2011, 34% à nouveau. Ainsi aujourd'hui, la part des 5% des Américains les plus riches est semblable à celle qu'elle était dans les années 20. Les années 80, 90 et 2000 ont donc annulé la diminution des inégalités réalisées dans le pays entre 1920 et 1980. Dit autrement, aux États-Unis, alors que le taux de chômage peine à reculer et que les salaires stagnent, la fortune des 400 Américains les plus riches n'a jamais autant augmenté. En 2012, elle était de 2000 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de la Russie. Et c'est d'ailleurs 10 fois plus qu'en 2002. Rien qu'en un an, 2011-2012, 300 milliards de dollars de plus. Et cette évolution n'est pas propre aux États-Unis. On a la même courbe pour le Royaume-Uni et le Japon, idem pour la France, avec une évolution plus récente et plus modérée, et même en Suède, pays de tradition égalitaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les pays de l'OCDE, il y a eu ces 30 dernières années une augmentation rapide des revenus des plus riches. C'est ainsi que fonctionne le mécanisme des inégalités. Alors qu'en est-il dans le reste du monde?
La Chine était un pays particulièrement égalitaire et le coefficient de Gini y était de presque 0,3 en 1981. L'indice était alors très bon, pas très loin de zéro. Et 1981, c'est l'année où s'amorcent les réformes économiques en Chine. Or, en 2012, ce coefficient de Gini en Chine est passé au-delà de 0,4. Il y a donc une très nette dégradation. Avec la croissance à la fois forte, rapide et durable, on a tout à la fois dans ce pays beaucoup moins de pauvreté, l'apparition d'une classe moyenne, mais aussi l'émergence d'une classe aisée, voire très riche. Donc les écarts se sont creusés et n'ont pas été corrigés par la fiscalité. En 2013, il y a 122 milliardaires en dollars en Chine, soit plus que dans toute l'Afrique et le Moyen-Orient, autant qu'en Allemagne, Royaume-Uni et France réunis. La Chine est aujourd'hui le pays qui compte le plus de milliardaires dans le monde, après les États-Unis. De plus, en Chine, on a une dimension régionale des inégalités, car l'essor économique chinois a principalement bénéficié aux habitants des grandes villes côtières industrialisées, notamment aux zones économiques spéciales, ouvertes au commerce international, et où sont venus la majorité des investissements directs étrangers. Maintenant, qu'en est-il sur le continent africain ? En Afrique, les inégalités sont fortes et elles sont souvent sous-estimées en raison du manque de données. Alors prenons l'exemple du Ghana. Le Ghana a connu une croissance économique moyenne de 6,5% entre 2000 et 2012, principalement grâce au cacao et au secteur minier, notamment pétrolier, ce qui a contribué à améliorer les conditions de vie de la population. Regardons la part de la population ghanéenne vivant en dessous du seuil de pauvreté nationale. En 1992, elle représentait 51,7% et en 2006, 28,5%, soit presque une diminution de moitié. Mais là, il s'agit d'une moyenne nationale. Car si on regarde la géographie économique du pays, on constate que sur la même période, dans la région du Nord, ce taux est passé de 63% à 52%, soit une petite baisse. Dans la haute région occidentale, il est resté stable, à 88%, et dans la haute région orientale, il est passé de 67% à 70%, soit une légère augmentation. Donc, on comprend que le nord du Ghana est exclu de la croissance économique nationale, parce qu'on le voit sur la carte, les trois régions du nord sont éloignées des ports, des routes, des voies ferrées, et de plus, le climat du nord du pays est bien plus aride. Les agriculteurs et les éleveurs dépendent donc des rares chutes de pluie. Tout cela entraîne une hausse des inégalités à l'échelle du pays. Donc, conclusion, les statistiques publiques et les moyennes à l'échelle nationale peuvent être trompeuses ou insuffisantes. Et qu'en est-il des économies socialistes qui ont adopté les économies de marché dans les années 90 ? Prenons l'exemple de l'Estonie. Son indice de Gini est passé de 0,22 en 1992 à 0,36 en 2000, puis à 0,325 en 2012. Donc ce pays poursuit une évolution atypique, avec une forte augmentation des inégalités lors de la phase de privatisation de l'économie, mais aujourd'hui une phase de contraction des inégalités. Il en est de même d'ailleurs dans les autres économies en transition. En résumé, si je prends les revenus à l'intérieur des pays, les écarts de richesse se sont beaucoup creusés ces 20 dernières années. Maintenant, qu'en est-il de la répartition des revenus à l'échelle mondiale, c'est-à-dire en comparant tous les pays du monde ? Voilà un graphique montrant, entre 1960 et 2010, l'évolution du coefficient de Gini à l'échelle mondiale. Entre 1960 et 1982, les inégalités de revenus entre les pays sont restées quasiment inchangées. Entre 1982 et 2000, le coefficient de Gini augmente rapidement, car les inégalités augmentent entre tous les pays du monde. Pourquoi ? Parce que les écarts se creusent entre les pays du Nord et ceux qui ont stagné, souvent nommés pays du Sud. Sauf que depuis 2000, la tendance s'inverse et on assiste entre tous les pays du monde à une baisse historique des inégalités. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'on assiste au rattrapage des économies du Sud sur les économies du Nord, essentiellement grâce à la Chine et à l'Inde. Elles sont toujours évoquées car elles représentent à elles seules 36% de la population mondiale. Alors bien sûr, les écarts restent encore considérables, mais ce rattrapage n'en est qu'à ses débuts, car il y a aussi les autres économies, désormais émergées, ainsi que ceux qui arrivent, c'est-à-dire les nouveaux émergents.
Conséquence, il y a une baisse massive de la pauvreté à l'échelle mondiale. En 1990, 43% de la population mondiale vivait dans l'extrême pauvreté, avec moins de 1,25 $ par jour. Et en 2010, on est à 21% de la population mondiale. Donc si je résume, à l'échelle mondiale, les pauvres sont moins nombreux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Des classes moyennes apparaissent dans les pays émergents, il y a plus de riches, de plus en plus riches, du fait de la financiarisation des économies et de la concentration du capital, et puis des inégalités de plus en plus marquées, aussi bien dans les économies de l'OCDE que dans les économies émergentes. Or, pour le dernier rapport Global Risk, les principaux dangers que nous courons en termes de stabilité dans les décennies qui viennent, ce n'est pas l'apparition de nouvelles guerres, mais ce sont la crise des dettes souveraines et ces inégalités de revenus, car ils fragilisent les cohésions nationales. Alors bien sûr, lisez le livre de Joseph Stiglitz, Le prix de l'inégalité, aux éditions Les liens qui libèrent, et puis la somme économique de Thomas Piketty qui s'appelle Le capital au XXIe siècle, aux éditions du Seuil. Vous pourrez retrouver toutes ces références en langue française mais aussi en langue allemande sur le site du dessous des cartes.